Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Analog Device? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc ici, nous avons une compagnie dont Analog Device est un spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de circuits intégrés. Donc on continue également ici sur notre segment, la thématique qu'on avait tantôt, qui est le secteur des semi-conducteurs, qui est un secteur qui est très, bon, pas menacé, mais qui est présentement en berne, d'accord, bon, comme la plupart du marché en général. Mais c'est un secteur qui a clairement de l'avenir ici. Donc, rappelez-vous, on a fait une vidéo sur l'industrie ici, donc du point de vue des États-Unis. Donc, on continue le tour d'horizon ici avec la compagnie qu'on appelle Analog Device. Donc, alors, pour Analog Device, le ticker symbole, c'est ADI, d'accord? Donc, on va prendre ADI, on va directement regarder sur le ticker symbole pour rechercher le ADI. Alors, notre analyse va toujours se baser sur la même chose, hein. On recherche le revenu, la croissance du revenu ici, le PEA moyen, le free cash flow, la dette nette, le nombre d'actions à peu près, d'accord? Donc, on essaie en même temps de regarder ces chiffres-là, essayer de se poser les bonnes questions. Par exemple, si on a une variation du revenu, il faut également aller voir les rapports financiers pour savoir pourquoi. Donc, je prends ici les informations de la compagnie directement, on les met là et on va remplir ce document-ci comme d'habitude. Première chose, revenu. Le revenu ici, il est de combien? Donc, on regarde ici les revenus. On a un revenu ici de 11 milliards, 11,11 milliards ici sur les 12 derniers mois. Donc, ça s'arrête ici le 30 du mois de juin ici. Donc, c'est un revenu qui est à peu près croissant. Vous voyez ici qu'il y a une grosse croissance ici. Voilà, depuis à peu près 2018, donc la croissance s'accélère. Enfin, on remarque ici qu'il y a eu un ralentissement quand même en 2020, ok? Mais quand on prend le graphique un peu sur les 10 dernières années, on voit à peu près qu'on a 15% de croissance sur les 10 dernières années. 5 dernières années, nous avons 19% de croissance. Et sur les 3 dernières années ici, nous avons à peu près 22% de croissance. Nous avons à peu près une croissance de 10% en moyenne sur les dernières années. 10% en moyenne. Donc ça, c'est la croissance. Maintenant, il faut aller regarder, est-ce que cette croissance elle va continuer et elle est due à quoi? Ok. Donc vous savez également que c'est une entreprise, c'est un secteur qui a énormément bénéficié de la période de la pandémie ici. Ok. Sans doute, il y a eu des revenus ici très élevés par rapport à cette période-là. Donc maintenant, est-ce que ça va continuer? C'est la question qu'on va se poser ici. Donc, par rapport ici à ce que pensent les analystes, on a à peu près ici aux alentours de... Donc les analystes ici pensent qu'on aura à peu près des revenus stables dans les années à venir, aux alentours de 12 milliards par là. On s'attend à peu près à avoir aux alentours de 12 milliards en 2022. Et donc son année fiscale se termine généralement au mois d'octobre. Donc elle va bientôt publier ses résultats annuels ici. Donc on a à peu près 12 milliards ici. Ok, donc 12 milliards à peu près en 2022. On s'attend à peu près à avoir aux alentours de 12 milliards, 11 milliards 900. Donc entre 2022 et 2023, une stabilité. Ça veut juste dire que le marché est en berne présentement. Donc, quand on dit une stabilité à ce niveau-ci, il pourrait également avoir une réduction des revenus ici à temporaire, ok, parce que ce segment-ci évolue grandement avec la conjoncture économique. Donc, faites attention à ça. Donc, quand je prends 12 milliards de revenus ici, c'est 12 milliards dans un environnement normal, ok, 12 milliards. Nous retenez bien ceci, ok. Donc, croissance ici, on est aux alentours de 10%, donc je mets croissance ici de côté. Free cash flow moyen. Donc, on va déjà regarder ici par rapport à ce que pensent les analystes. Donc, ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir des free cash flow aux alentours de, voilà, on a à peu près des free cash flow aux alentours de 30% par là. Les net income aux alentours de 30% également par là. Ça, ce sont les prévisions. Mais quand on va regarder ici en mode réel, qu'est-ce qu'on obtient normalement ici? Alors, voilà. Donc, pour les net income, j'ai une marge aux alentours de 22% par là. Pour les free cash flow, nous avons des marges aux alentours d'à peu près, depuis 2016, vous remarquez qu'on a des marges supérieures à 25% en moyenne. Donc, on touche même les 28% par là. Donc, je vais regarder un peu sur les 12 derniers mois parce que sur les 12 derniers mois également, on a des marges assez élevées. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est durable? Maintenant, je suis partagé. Je sais au moins que nous avons une compagnie ici qui a au moins 20% de marge bénéficiaire. D'accord? 22% en moyenne pour les net income. Sur les dernières années, on remarque que les free cash flow et les net income vont en sens opposé. Bon, pas dans un sens opposé, mais les free cash flow sont plus élevés que les net income. OK? Donc, si les free cash flow sont plus élevés que les net income, si moi j'ai tendance à favoriser généralement les free cash flow. D'accord? Toujours en me demandant pourquoi est-ce que les free cash flow et les net income diffèrent. OK? Donc, pour les compagnies américaines, ça ne me pose pas de problème. Donc, généralement, ce sont les free cash flow que je vais privilégier. Mais pour les compagnies européennes, je me focalise surtout sur les net income, sauf changement. OK? Ici, on a des net income. Sur les 12 derniers mois, on constate ici qu'on a des net income en moyenne aux alentours de 22%. Mais au niveau des free cash flow,
qu'est-ce qu'on obtient? Vous remarquez que les free cash flow sont un peu plus élevés que ça. Vous remarquez ici que la ligne blanche est généralement plus élevée que la ligne les lignes en bleu. Ok, donc on a des free cash flow à peu près qui frôlent même les 30% par là. Alors, ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ici des marges de 25%. Ok, je coupe la poire en deux. On n'est ni à 22%, on n'est ni à 30%. Ok, je me dis une chose, le 30% c'est présentement. Par le passé, au moins, je constate que depuis 2016, les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Donc, je prendrai le 25% ici, même si je sais que les marges en question frôlent les 30%. Faites attention. Donc, je veux juste me protéger ici. De toutes les façons, nous serons dans un environnement un peu sous pression. Donc, on aura tendance à avoir des marges un peu moins élevées, mais de manière temporaire. OK? Mais si vous êtes très, très optimiste, vous pouvez prendre des marges de 30% ici. Ce qui est sûr, on n'a pas des marges de 10% ici, on n'a pas des marges de 40%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce que je vais prendre? Nombre d'actions, alors, le nombre d'actions ici, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui diminue ou bien qui augmente? Nous avons ici à peu près aux alentours de 516 millions d'actions. OK, donc on a un nombre d'actions qui augmente plutôt. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente ici? Est-ce qu'on a fait une acquisition sur les dernières années? Est-ce qu'on a fusionné avec une autre entreprise? Point d'interrogation. Parce que le nombre d'actions qui augmente ces dernières années-ci, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là? Ça m'intrigue. D'accord? Ça m'intrigue énormément. Parce qu'ici, je ne constate pas qu'il y ait eu d'acquisition, mais ce logiciel-ci également peut se tromper. Donc, il faudrait aller vérifier pourquoi on a cette grosse variation. Donc, je vais prendre déjà 500 millions, 516 millions ici, en termes de nombre d'actions. 516 millions. 500, on va dire, ouais, 500, on va prendre 516 millions de toutes les façons. Donc, le PER moyen, vous avez constaté que la plupart des entreprises se négocient avec des PER entre 17 et 22 fois les bénéfices. Donc, vu que j'ai pris les free cash flow ici, je vais prendre les prices sous free cash flow. D'accord, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc, ça va régaler à peu près la même chose parce que je vous ai toujours dit que le PER, en fait, c'est un rendement en fait. Donc quand vous avez un PER de 25, c'est un rendement de 4%. Un PER de 20, c'est un rendement de 5%. Un PER de 10, c'est un rendement de 10%. OK? Donc, on prend l'entreprise ici en termes de free cash flow. Nous avons quelle marge? Nous avons ici une moyenne de 22% sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a 26%. Sur les 3 dernières années, on a 27%. Je prendrai ici, voilà, 20 fois les bénéfices. Enfin, excusez-moi, pas 22%, c'est 20 fois les bénéfices. Donc, on a en moyenne 22 fois les bénéfices sur les 10 dernières années. Donc, on pourrait osciller entre 17. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples ont tendance à diminuer également. Donc, n'oubliez pas cela. Donc, la dette nette ici, on va regarder. La dette nette, on a combien? Donc, là, en termes de dette à ce niveau-ci, est-ce qu'on a une dette nette qui est inférieure ici ou bien qui augmente ou bien qui diminue? On a à peu près 4 milliards 737 millions ici en termes de dette nette. OK. Donc ici, on voit une grosse augmentation. Pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation-là? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une acquisition? C'est également la question que je me pose. Donc 4,73. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise est très endettée ici? Non, pas forcément. On devrait regarder ici la dette nette sur EBITDA pour essayer de voir est-ce que c'est en dessous de 5. Donc vous voyez, c'est même insultant, c'est presque aux alentours de 1, donc ça va. Mais il y a un ratio que j'aime prendre ces derniers temps, c'est la dette nette divisée par l'EBITDA moins le capital expenditure, donc moins la dépense en capital ici. Donc ça nous donne à peu près ici quelque chose, je veux toujours quelque chose qui se retrouve en dessous de 5. Vous voyez que c'est un tout petit peu plus élevé, mais c'est toujours aux alentours de 1 ici, donc c'est tout à fait correct. Donc nous avons une entreprise ici qui a la capacité de souffrir, ok? Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour évaluer l'entreprise. Donc, on va regarder la qualité du dividende à la fin de la vidéo ici. Donc, on prend Analog Device, on va le mettre ici, ok? Au niveau de Analog Device, je vais aller mettre ici ADI Finbox, ok? Pour nous donner directement la valorisation ici. Donc, retenez que j'ai pris ici des marges de 25%. Si vous êtes très optimiste, vous pouvez prendre des marges de 30%. D'accord? Comme je vous le dis toujours, mon raisonnement pourrait être biaisé parce que quand je me fie à des chiffres, en fait, j'ai tendance à prendre les chiffres, j'ai tendance à accorder plus d'importance à la moyenne, en fait. Donc ici, si la moyenne, c'est 22 fois les 22%, j'aurais tendance à être plus proche du 22%, mais également en remarquant que depuis 2016, on a un changement au niveau des marges, surtout au niveau des free cash flow. Donc, après d'avoir fait l'évaluation ici, si l'entreprise nous plaît, on va lire les rapports financiers, on va essayer de voir à peu près pourquoi est-ce que ces marges sont élevées, quelle est la stratégie derrière par rapport à ces marges-là, ok? So, ici, on a à peu près, je vais prendre 17, d'accord, 20 et 22,
OK? Maintenant, quand on prend les revenus ici, on s'attend à peu près à vos alentours de 12 milliards dans un environnement normal, d'accord? 12 milliards multiplié par 25%, 25% de 12 milliards, ça donne combien? On a 3 milliards. Donc, 3 milliards ici. Donc, je vérifie bien qu'on a tous les éléments de ces 4 milliards 700 ici, la dette nette ici, donc c'est correct. Donc, on a à peu près, ça respecte à peu près les éléments qu'on a ici, même si on a un peu 2 millions d'actions en moins ici, mais ça ne dérange pas dans le calcul. Donc, quand on prend ici 3 milliards, 17 fois les bénéfices ici, ça donne à peu près 90 dollars l'action. Quand on le prend à 20 fois les bénéfices, d'accord, ça nous donne 107 dollars l'action. Et quand on le prend à 22 fois les bénéfices, ça nous donne 119 dollars l'action. Donc, moi, j'ai tendance à favoriser le 20 fois les bénéfices, tout en sachant également qu'il y a de la croissance ici. La croissance ici est plus élevée, en moyenne de 10% sur au moins et plus, parce qu'actuellement, on est sur les 3 dernières années, on est au moins sur les 20% et plus. OK, donc cette croissance-là pourrait continuer dans le futur, parce que c'est une industrie qui est d'avenir ici, d'accord? On va consommer de plus en plus de semi-conducteurs ici, donc que ce soit dans les voitures, que ce soit au niveau des voitures, que ce soit au niveau des différents appareils qui nous entourent, tout est de plus en plus connecté, donc ça demande des semi-conducteurs ici. OK? Alors, si maintenant vous êtes optimiste par rapport aux marges bénéficiaires de cette compagnie-ci, parce que vous avez vu quand on faisait la vidéo sur Texas Instruments, Texas a des marges de 40%, d'accord? Si on prend par exemple ici, si on prend des marges de 30%, je veux juste pour exemple, ça donne à peu près 3 milliards 600, d'accord? Admettons qu'on a 3 milliards 600 à 22 fois les bénéfices, qui est la moyenne sur les 10 dernières années ici. On pourrait essayer de dire que l'entreprise ici est correctement évaluée. OK? Donc, ce que moi je vais faire ici, je dirais ceci. Moi, je prends 25% ici de marge bénéficiaire et je vous dirais qu'au prix actuel, l'entreprise, voilà, c'est vrai que l'entreprise serait correctement évaluée, même si on a une différence par rapport au prix actuel. Donc, le prix actuel est à peu près de 136 dollars l'action. Ici, on est à 107 dollars, donc je favorise ceci. Donc, on pourrait se dire on est légèrement surévalué, mais attention, je n'ai pas pris en considération la croissance, mais également, sachez qu'on va arriver dans un environnement assez difficile, donc il faudrait se protéger en conséquence. Donc, idéalement, c'est pas une entreprise, si on devait prendre, admettons que la croissance pourrait être plus élevée dans le futur, donc un peu comme ce qui est écrit ici, ce que pensent les analystes, je ne sais pas combien de temps la conjoncture actuelle va durer, c'est la raison pour laquelle j'aimerais me protéger. Donc, si on pense qu'on a une croissance très élevée pour le futur, cette entreprise-ci pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais attention, moi j'ai tendance vraiment à favoriser une entreprise déjà qui est déjà sous-évaluée au prix actuel, même quand on prend en considération la croissance et surtout quand la situation devient assez compliquée. OK? Donc, faites attention à ça. Donc, j'aurais tendance à dire que le prix actuel est juste correct. Si vous avez acheté du analog device au prix actuel, ce n'est pas un problème. D'accord? Le prix est juste correct. Mais maintenant, si on a acheté cette compagnie aux alentours des 400 dollars l'action, ce genre de prix-là, il faut commencer à se poser des questions. Dans tous les cas de figure, je pense 182 dollars l'action aujourd'hui. Ça ne me dérange pas trop. Donc, je pense que c'était juste un prix qui incluait la croissance ici. Mais attention au mois à venir. Donc, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui va à peu près souffrir, d'accord? Et il faut favoriser les compagnies qui ont à peu près plusieurs produits ici, donc qui sont diversifiés du point de vue produit, du point de vue géographique, et également qui sont solides financièrement. Et je pense que c'est le cas d'Analog Device. Donc, Analog Device ici, au prix actuel, c'est juste pas encore très intéressant pour moi, mais ça pourrait déjà prêter attention. Maintenant, à vous de voir si vous prenez des marges de 30 ou 25%. Ça va dépendre de vos lectures et des rapports financiers ici, d'accord? Donc, allez voir le management, quelle est sa stratégie ici à long terme. Dans tous les cas de figure, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et sinon, idéalement, le prix, voilà, si on voulait prendre un prix idéal ici, on pourrait aux alentours des 75 dollars l'action, 75-60 dollars l'action. Ça pourrait être très, très intéressant. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et je pourrais également me tromper. Donc, au niveau du dividende ici, parce que c'est une compagnie qui verse un dividende, est-ce que c'est une compagnie qui verse un dividende? Oui, on verse un dividende ici de 2,2%. Ici, ça fait combien de temps que ce dividende-là est versé? Donc, je prends ici dividende per share, donc annuel ici, on le prend. Donc, ça fait depuis à peu près 2005 qu'on verse un dividende et il est croissant de plus en plus. OK. Donc, en date d'aujourd'hui, si on vous distribue la totalité des net income moyens, donc des free cash flow moyens en termes de dividendes par rapport aux marges de 25% ici, vous aurez à peu près un rendement de 4,28%, donc 4,3%. Actuellement, vous distribuez à peu près un dividende ici de 2,22% ici. Donc, le dividende, il est assez safe et il pourrait continuer à croître ici.
ne faut pas également oublier qu'il y a une certaine croissance qu'on pourrait également intégrer ici. Donc, si on intègre, admettons qu'on est dans un environnement normal et que voilà, en 2027, ici, on atteint les 14 milliards attendus par les analystes ici. Donc, tu toujours avec des marges exagérons de 30% à 22 fois les bénéfices ici, divisé par 514 millions d'actions ici, 514 millions d'actions, on pourrait se dire ici qu'on sera aux alentours de 180 dollars l'action. Pourquoi 14 milliards? Le 14 milliards, vous avez vu ici par rapport à ce que pensent les analystes, ils s'attendent à peu près à avoir des revenus aux alentours de 2027, aux alentours de 14 milliards. OK? Donc, si on prend ce 14 milliards à 30% de marge bénéficiaire, maximum c'est 180 dollars l'action. Et si on se garde une marge de sécurité assez conséquente ici, on pourrait te dire qu'au prix de 90 dollars, ça pourrait commencer à être intéressant. D'accord? Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je prends ici mon prix d'achat idéal sur autour de 75 dollars l'action. Donc, à vous de voir. Donc, la marge de sécurité est personnelle. Et quand je dis même 75 dollars, c'est même parce que je suis même assez gentil par rapport à ça. Donc, à vous de voir. En termes de dividendes également, ici, pour ceux qui aiment les dividendes, voici une entreprise qui pourrait continuer à faire croître ses dividendes. Malgré la situation actuelle, le bilan est assez solide pour au moins distribuer un dividende cette année et l'année prochaine. Maintenant, à vous de voir si ce dividende-là vous plaît ou pas. Dans tous les cas de figure, ici, on n'a pas pris en considération la croissance. OK? Donc, si croissance il y a, on pourrait avoir un prix bien plus élevé que ça. Pour le moment, on planche au maximum de 180 dollars l'action. Mais ça pourrait être bien plus élevé que ça si l'entreprise continue à livrer la marchandise, si ses produits continuent à être attrayants. Donc, on va se limiter là et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.